Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Suite à la vidéo précédente, aujourd'hui nous vous présentons la deuxième partie du guide de voyage dans la région de Bretagne. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. À la fin de la vidéo précédente, nous avons visité la vallée des Saints, avec sa collection incroyable de sculptures toujours en croissance. Nous nous déplaçons maintenant un peu plus au nord pour arriver à Guerlequin, un petit village de 1500 habitants, fondé au milieu du XIe siècle. Plusieurs places disposées successivement concentrent la plupart des constructions du centre historique, principalement en granit. Parmi ces constructions, on remarque la prison, un bâtiment carré construit en 1640, le marché où se trouve également l'office du tourisme, qui servait autrefois aussi de salle de justice ou d'école, ainsi que l'église Saint-Hénénan, construite en 1499, reconstruite en 1859 dans un style néo-gothique, derrière laquelle se trouve un joli jardin, situé sur le terrain où les armées du seigneur féodal s'entraînaient autrefois. Nous quittons le petit mais charmant village de Guerlequin et nous dirigeons vers le nord, vers la côte. Nous arrivons rapidement aux rives de l'océan Atlantique, dans une zone singulière connue sous le nom de côte de granit rose. Sur plusieurs kilomètres de côte, on peut profiter d'une agréable promenade parmi des rochers colorés, d'un magnifique rose cuivre brillant. Sur notre parcours, nous trouverons de petites criques de sable fin, face auxquelles se dresse un chapelet d'îlots et d'îles. Le long de cette côte, on trouve aussi plusieurs constructions, comme le phare de Mineruse, un petit phare de 15 mètres de haut, construit en 1853 et reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Après avoir marché sur la côte de granit rose, nous continuons vers l'est et arrivons à Tréguier. Cette petite ville trouve son origine au VIe siècle, lorsque le moine gallois Tugdual jeta l'ancre ici et fonda le monastère qui donna naissance à la ville. Son centre historique est concentré autour de la place de Martret, d'où partent des rues comme Renan ou Saint-Yves, où l'on peut admirer une jolie succession de maisons à colombage. Au centre se trouve la cathédrale, qui avec ses 63 mètres de hauteur domine tout le quartier historique, construite entre les XIVe et XVe siècles dans un style gothique sur un ancien temple roman. De Tréguier, nous nous dirigeons tout près, en suivant la côte, vers un joli château, le château de la Roche-Jagou, qui surplombe un profond méandre de la rivière Trieux, dont la vue sur la vallée pourrait être améliorée. Le bâtiment actuel de ce joli château fut construit au XVe siècle, sur un ancien château du XIe siècle dont quelques fortifications subsistent encore. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de meubles à l'intérieur, la visite vaut la peine, car on peut admirer son architecture ainsi que différentes expositions. Il vaut vraiment la peine de se promener dans ces jardins, où l'eau est reine avec plusieurs fontaines, ou d'admirer le paysage depuis plusieurs belvédères offrant une vue impressionnante sur la vallée de la rivière Trieux. Du château de la Roche-Jagou, nous nous dirigeons à seulement 6 km de là, vers le joli village de Pontrieux, un petit village d'environ 1200 habitants situé dans la belle vallée de la rivière Trieux, connue comme la Venise du Trégor.
La ville s'est développée le long d'un pont qui permettait de traverser la rivière Trieux, donnant son nom à la ville. Dans le centre historique, on trouve de belles maisons en granit et de magnifiques maisons à colombage disposées autour de 2 places. Mais ce qui attire le plus dans ce petit village, c'est la rivière Trieux et ses lavoirs. On trouve 50 lavoirs le long de la rivière, la plupart privés, et une façon originale de les découvrir est en bateau électrique, de jour comme de nuit. De Pont-Trieux et ses lavoirs, nous repartons vers la côte et arrivons à Cap-Fréhel, où se trouve le joli château de la Roche-Goyon, aussi appelé Fort-la-Latte. Stratégiquement situé à Cap-Fréhel, le château doit son nom à l'une des plus anciennes familles bretonnes. Une légende raconte que le premier château fut construit en 937, bien que le château fort actuel date du XIVe siècle. Au XIXe siècle, il fut progressivement abandonné, avant d'être classé monument historique en 1925 et restauré en 1931. Connu initialement sous le nom de château de la Roche-Goyon sur les cartes de 1869, il prit le nom du village voisin, devenant château Fort-la-Latte. Ce qui ne change pas, ce sont les panoramas incroyables que vous aurez si vous montez au sommet de sa tour. Après la vue impressionnante sur la côte depuis Château Fort-la-Latte, nous nous dirigeons tout près et arrivons rapidement à Moncontour, un petit village de un peu plus de 1000 habitants, qui figure parmi les plus beaux villages de France. Perché au sommet d'une colline et entouré de remparts, ce petit village au caractère médiéval marqué mérite bien sa place dans cette liste. Situé à la confluence de la rivière Évron avec le petit ruisseau étang, il joua un rôle militaire important dès le XIIe siècle, et après plusieurs sièges et attaques, se consacra au commerce textile qu'il exportait vers l'Espagne et les Indes. À Moncontour, vous pouvez vous promener dans ses ruelles et places, découvrir des lieux comme l'église Saint-Mathurin, construite au XVIe siècle et remodelée au XVIIIe, avec des influences flamandes et italiennes, les murailles et tours du XIIIe siècle, ou le curieux musée retraçant l'histoire du costume à travers l'histoire de France. Nous quittons le joli village de Moncontour et poursuivons notre voyage jusqu'à Dinan. Dinan, qui compte aujourd'hui environ 15 000 habitants, a été occupé dès la préhistoire, même si les premiers documents datent du XIe siècle. Elle possède la plus longue muraille de Bretagne, de presque 3 km, construite au XIIIe siècle, avec 14 tours et 4 portes. Cette muraille protégeait un beau quartier médiéval où se trouve le château, ancienne résidence ducale construite au XIVe siècle, la tour de l'horloge, d'où l'on a une vue impressionnante sur la ville, et la basilique Saint-Sauveur, mélange de styles architecturaux, mais surtout une magnifique collection de maisons à colombage, au nombre de 130, alignées le long de rues pavées, comme la fameuse rue Gersual, sans doute la plus pittoresque de Dinan, qui relie la ville médiévale au port par une montée raide. Et depuis la fameuse rue Gersual de Dinan, nous nous dirigeons vers l'intérieur des terres et arrivons à Fougères. Fougères compte environ 20 000 habitants, et sa création remonte au Moyen-Âge, son château étant mentionné à la fin du Xe siècle. À cette époque, le château n'était qu'une simple construction en bois sur un éperon rocheux, contrôlant la vallée sur la rivière Nanson, autour de laquelle la ville s'est développée, ce château s'agrandissant pour devenir la plus grande forteresse d'Europe,
notamment grâce à ses 11 tours impressionnantes. Comme à Pontrieux, sur les rives de la rivière Nanson, on trouve plusieurs lavoirs, et entre eux et le château se trouve l'église Saint-Sulpice, construite au XVe siècle, qui était le centre de la ville basse, avec un clocher parmi les plus anciens de Bretagne. Et comme toujours, le mieux est de se perdre dans ces rues pour profiter des jolies maisons colorées à colombages qui donnent à la ville un charme médiéval transportant dans le passé. Nous quittons Fougères et son impressionnant château pour retourner sur la côte et découvrir Saint-Malo. Saint-Malo compte environ 45 000 habitants, ce qui en fait l'une des plus grandes villes de Bretagne. Entourée de plages de sable fin, elle se trouve dans une impressionnante muraille de 2 km, protégée par plusieurs bastions et forts, certains situés sur des îlots proches. Une fois à l'intérieur de l'enceinte fortifiée par l'une de ces portes impressionnantes, on peut marcher tout autour de la muraille de cette ville qui fut presque totalement détruite durant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à la reconstruction, en parcourant ces rues pavées, on peut visiter des monuments comme la cathédrale Saint-Vincent, dont la construction s'est étalée sur plusieurs siècles, l'église Saint-Sauveur, ou le château impressionnant flanqué de ses 4 tours. Mais comme toujours, il est préférable de se perdre dans ces rues et d'apprécier la beauté de son centre historique. Après avoir visité les incroyables fortifications de Saint-Malo, nous retournons à l'intérieur des terres pour arriver au petit village de Dol-de-Bretagne, petit en nombre d'habitants mais riche en patrimoine monumental. À Dol-de-Bretagne, on peut admirer de nombreuses maisons à colombages, dont la plupart abritent aujourd'hui des restaurants et boutiques, répartis autour de la cathédrale Saint-Sanson, construite entre les XIIe et XIVe siècles, avec des influences normandes et anglaises. À l'extérieur de Dol-de-Bretagne, se trouve le menhir de Chandolan, l'un des plus importants de Bretagne, haut de presque 9,5 mètres, classé monument historique. Si vous voulez profiter d'un panorama impressionnant, il vaut mieux monter au sommet du Mont Dol, un rocher granitique de 65 mètres de haut, d'où l'on a une vue à 360 degrés sur toute la région. Du haut du Mont Dol, nous retournons à la côte pour visiter l'un des monuments les plus emblématiques de France. Il s'agit du célèbre Mont Saint-Michel, qui bien que situé en Normandie et non en Bretagne, se trouve tout près, et nous en profitons pour le visiter. Si vous souhaitez visiter l'abbaye impressionnante qui couronne ce rocher, il faut réserver les billets à l'avance, et en haute saison comme l'été, il faut réserver longtemps à l'avance. Une fois sorti du parking, un service de navette vous conduit jusqu'à l'entrée. Le Mont Saint-Michel a une histoire de 13 siècles, débutant en 708 lorsque l'archange Michel apparaît en songe à Saint-Aubert et lui demande de construire un sanctuaire en son nom. En 966 fut construite la première église, et en raison du grand nombre de pèlerins, la construction s'agrandit jusqu'à devenir la grande abbaye d'aujourd'hui, tandis que le village en contrebas se développait, petit mais aux ruelles complexes qui mènent peu à peu au sommet où se trouve l'abbaye. L'abbaye bénédictine est un joyau architectural défiant les lois de la gravité, dédié à l'archange Saint-Michel, offrant une promenade à travers l'architecture religieuse médiévale, depuis la période carolingienne jusqu'au gothique flamboyant. On y trouve un joli cloître, le réfectoire des moines, la salle des chevaliers, la salle des hôtes avec ses grandes cheminées, et la grande roue impressionnante qui permettait de monter la nourriture jusqu'au sommet de l'abbaye.
Sans aucun doute, l'une des choses que vous apprécierez le plus est la vue panoramique impressionnante qu'offre ce lieu célèbre pour ses marées, et qui est une visite incontournable si vous êtes dans la région. Après cette incursion en Normandie pour visiter le Mont-Saint-Michel, nous revenons en Bretagne pour visiter le petit village de Bazouges-la-Pérouse, qui compte environ 2000 habitants, bien que début 16e il en avait plus de 5000. Son économie tournée vers le commerce et l'agriculture, dont il reste aujourd'hui des traces de cette prospérité. Dans ce petit village, on peut visiter l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, très singulière car formée de la réunion de deux églises. Sur la place de la mairie se trouve une imposante demeure, probablement la résidence des anciens seigneurs de Bazouges, et en périphérie se trouve le château de la Balue, avec ses charmants jardins. Puis de retour au village, on peut se perdre dans ses rues pour admirer ses maisons en granit et à colombage. Nous quittons Bazouges-la-Pérouse et pénétrons plus à l'intérieur des terres, arrivant à Vitré, la dernière ville de notre guide de voyage en Bretagne, qui compte environ 20 000 habitants. L'histoire de Vitré remonte au néolithique, connaissant son apogée entre les 15e et 16e siècles grâce au commerce du chanvre, exporté vers le reste de l'Europe et l'Amérique du Sud. Témoignage de ce passé prospère, les belles maisons colorées à colombage et plusieurs petits palais que l'on trouve dans le centre historique. Mais le monument le plus remarquable est sans doute son imposant château, construit au XIe siècle sur un promontoire rocheux dominant la vallée de la Vilaine, agrandi les siècles suivants jusqu'à son aspect impressionnant actuel. À Vitré, on trouve aussi l'église Notre-Dame, construite entre les XVe et XVIe siècles, financée par des marchands d'outre-mer qui ont laissé leur marque sur la façade. Comme toujours, le mieux est de parcourir le centre historique médiéval, avec ses jolies maisons colorées à colombage, qui constituent la meilleure conclusion pour ce voyage en Bretagne.